Un sage, un jour, inventa le jeu d'échecs. Le roi, ravi, lui demanda ce qu'il voulait en récompense. Le sage dit au roi qu'il ne voulait qu'un seul grain de blé sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, et ainsi de suite, en doublant la quantité de blé à chaque case. Le roi se dit que l'homme était bien bête de demander quelques kilos de blé plutôt que de l'or, mais il se rendit compte bientôt qu'au bout de 64 doublements, la quantité de grains était supérieure à la production mondiale de blé, et il dut abdiquer. Voilà le principe de la croissance exponentielle. Imaginez que ce principe s'applique à la population, à la pollution, à l'exploitation des ressources naturelles et à la consommation. L'échiquier, c'est notre planète, la Terre. Voici l'histoire d'un groupe de scientifiques et de spécialistes de la prospective qui, depuis 40 ans, nous mettent en garde contre la croissance illimitée sur une planète aux ressources limitées. Aujourd'hui, ils analysent la crise actuelle et s'interrogent sur l'avenir du monde. This is the first U.S. presentation of an 18-month study of global limits to growth, sponsored by the Club of Rome with Volkswagen Foundation funding, by an international team of 17 scientists at the Massachusetts Institute of Technology under the direction of Dr. Dennis L. Meadows. During the last year, a group of us at MIT, the principal members of which are with me here today, have been looking at exponential growth of our global social and economic system. We've been led to 5 basic conclusions. There are physical limits to growth, which, given current trends, are very likely to be encountered even during the lifetime of our children. Second, the most likely outcome of running into these limits, if we continue to ignore them and instead base our short-term policies on the assumption of continued growth, is that we'll overshoot those limits and collapse. The third conclusion is that we appear to have a viable alternative to this outcome, one in which population and material production could be brought into balance with a finite environment and with our resources. Fourth conclusion is that it's realistically going to take a period of 50 years, 100 years or more to reach that alternative in an orderly fashion. And finally, and I think this is extremely important, every year we delay beginning to form our goals and moving towards them makes an orderly transition to this stable situation much more difficult, and it decreases our ultimate options. 40 years ago, I stood up Il y a 40 ans, j'avais posé cette question. Comment la société planétaire peut-elle s'organiser pour offrir une existence équitable, paisible et décente aux habitants de la planète? Aujourd'hui, 40 ans plus tard, on commence à prendre cette question au sérieux. Mais je suis inquiet. Cette interrogation n'a rien perdu de sa pertinence. Mais les réponses ne sont plus les mêmes. Il y a 40 ans, il était encore possible, en théorie, de ralentir le cours des choses et d'atteindre un état d'équilibre. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Aujourd'hui, on considère que les crises sont indépendantes les unes des autres. Confrontés à une catastrophe, un cyclone, un krach financier, la crise de la zone euro ou la faillite d'une entreprise,
Les gens se focalisent sur ces événements comme s'ils n'avaient que des causes intrinsèques. Nos recherches prouvent le contraire. Les causes de ces crises sont souvent très éloignées de leurs manifestations. Je suis convaincu que ces phénomènes ne sont que des symptômes. Le problème fondamental, c'est la croissance matérielle illimitée sur une planète limitée. Nous avons porté la croissance démographique, la consommation alimentaire, la production énergétique et la consommation de biens matériels à des niveaux qui ne sont pas soutenables. Analyser les crises singulières comme les symptômes d'une crise globale. Voilà la contribution visionnaire du scientifique à l'origine du livre « Les limites de la croissance ». Aurelio Peccei, le fondateur d'un groupe de réflexion mystérieux, le Club de Rome. The Club of Rome is a group of scientists, humanists, educators, and businessmen who is very much concerned about the state of the world. We cannot say that we have economic and ecological and political, psychological and security problems. Each problem is a multifaceted problem. Interconnected. And each one interacts with the others. And many of these interactions are explosive. Afin de garantir au Club de Rome, à ses membres et à lui-même la plus grande liberté d'action et de pensée, Peccei insistait beaucoup sur le fait que le Club de Rome n'est pas une organisation. C'est une non-organisation. J'ai commencé à écrire des lettres à des personnes qui étaient citées dans les journaux. Toutes les copies des lettres que j'avais envoyées, ce qu'on appelait les doubles, et qui à l'époque étaient faits sur papier carbone, j'avais commencé à les ranger dans un dossier que j'avais baptisé « Club de Rome ». À ce moment-là, il me dit « Laissez de la place sur cette étagère, parce que bientôt, il n'y aura plus de place ». They seem to regard you, the Club of Rome, as a secret right-wing organisation hell-bent on retaining the capitalist way of life. Governments tend to look at you as a left-wing organisation undermining precisely the same system. Where exactly do you stand? Well, I presume somewhere in the middle. Basically, the Club of Rome is a body with trying to take a scientific objective point of view. Peccei a été l'un des premiers à comprendre que les nouveaux défis posés à l'humanité étaient planétaires, et il voulait développer un modèle scientifique qui permette de comprendre les évolutions possibles. Il fallait de l'argent pour lancer un tel projet, mais il y avait un problème. À la première réunion à Berne, comme j'étais nouveau venu et américain, j'ai préféré me taire et écouter. Vers 6 heures du soir, on est venu nous annoncer que la fondation Volkswagen n'accorderait pas de financement parce qu'aucune méthodologie n'avait été définie pour ce projet de recherche. Nous nous retrouvions avec un projet sans méthodologie et sans financement. En d'autres termes, nous n'avions plus de projet. Jay Forrester du MIT est l'un des pionniers de l'informatique moderne et le fondateur de la dynamique des systèmes, la discipline qui étudie les interconnexions entre des systèmes complexes. Il était sans doute le seul à pouvoir offrir à Peccei des outils pour comprendre l'avenir. Et il était présent à cette réunion. Je les ai invités à venir au MIT pour se familiariser avec cette approche, en précisant qu'ils devraient venir pour 2 semaines, parce qu'il leur faudrait au moins ça pour comprendre. Ils ont accepté et m'ont dit qu'ils viendraient 3 semaines plus tard. Dans l'avion du retour, un vol Air France, je crois, il y avait 9 sièges inoccupés autour de moi. J'ai commencé à étaler des feuilles de papier pour esquisser une simulation des problèmes qui avaient été évoqués selon la méthode de la dynamique des systèmes.
The problem here is that these systems are what we have come to call counterintuitive. They do not behave the way we think they do. And there are reasons for this. The human mind has gathered its intuition and its experience in dealing with simple systems. Driving an automobile is about the most complex system that the human mind thoroughly grasps. As we come to these more complex systems, we apply to them the lessons that we've learned in simple systems, but the more complex systems do not behave in the same way. And it's the structure of the entire system that gives it the behavior. This, my friend. Ça, ce sont les souvenirs de mes premières années au MIT. Voilà le MIT à l'époque, un coucher de soleil, notre appartement. Je suis arrivé au MIT en janvier 1970 pour étudier la physique. Au bout de 2 mois, j'ai su que ce n'était pas ce que je voulais faire. J'ai assisté à une conférence de Forrester. J'ai compris en l'écoutant que ma vie était là. J'ai obtenu mon transfert à l'école de management. J'ai été admis dans votre groupe et j'ai participé à la réunion de juin. Forrester t'a confié la responsabilité du programme. Comment avez-vous fait? En revenant de la réunion de Berne, Forrester a esquissé un diagramme du modèle sur un morceau de papier. De retour chez lui, il a programmé ce modèle sur son ordinateur et l'a testé. Les impressions papier n'étaient pas à l'échelle. Elles faisaient 8 mètres de long. Le comité exécutif s'est réuni et je me souviens en rentrant avoir dit à Donella, « C'est un projet intéressant et je crois savoir comment le mettre en œuvre. » J'ai rédigé une proposition de 3 pages pour le Club de Rome et ils l'ont accepté. J'ai formé une équipe de 16 personnes travaillant sur 5 domaines. Jay Forrester passe le relais à Dennis Meadows. L'âge moyen de cette équipe internationale de chercheurs est de 26 ans et demi. Que de souvenirs. Ah. Ça, c'est moi quand j'étais doctorant au MIT. On a proposé à tous les doctorants de participer à un groupe de recherche sur la dynamique des systèmes. J'ai foncé dans le bureau de Dennis pour lui dire « Je trouve ça fascinant. J'aimerais faire partie de l'équipe. » Dennis m'a répondu « Très bien, tu es le premier candidat, on te prend dans le groupe. » Deux membres du groupe, désignés par le Club de Rome, venaient d'Allemagne, Peter Milling et Erich Zahn. Dennis et moi avions été conviés dans le cercle le plus restreint des membres du Club de Rome. Ce projet était entièrement financé par la fondation Volkswagen. Pour que l'équipe se mette au travail sans plus tarder, Aurelio Peccei a fait un chèque de 50 000 $. Nous avons donc acheté des tables et des chaises avant de nous atteler à notre projet dans une ancienne usine qui se trouvait sur le site du MIT. On mangeait, on dormait dans notre bureau. On s'amusait beaucoup, on jouait même au frisbee.
Le noyau dur de ce groupe était essentiellement composé de 6 personnes. Dennis Meadows était le directeur du projet et Erich Zahn son suppléant. Donella Meadows a joué un rôle prépondérant dans le projet. Donella Meadows a joué un rôle essentiel dans la rédaction des Limites à la croissance. C'était une scientifique, une humaniste, une rédactrice brillante et le lien entre l'équipe de recherche et le mouvement écologiste qui émergeait au début des années 70. I think we're one step, one contribution to a change which is indeed taking place, largely among young people who are trying many experiments, some of which may turn out to be very useful in an equilibrium society. And I think the thing that encourages me, I work in a university with some of these young people, is that they are discovering that the alternate lifestyles that they are trying are not sacrifices, and they're not unpleasant. And in many ways, they're more satisfying and their lives are more fulfilling than they would have been if they followed the pattern which we have come to regard as the cultural pattern of America. At that time, we were all optimists. À l'époque, nous étions tous optimistes. Nous étions tous convaincus que nos recherches et le livre que nous écrivions offraient des perspectives optimistes. Nous pensions que ces problèmes planétaires trouveraient des solutions. Il suffisait de faire les bons choix. Eventually, I want to understand population, and one influence on population is deaths. Les limites à la croissance présentaient 12 scénarios possibles pour l'avenir, qui allaient de l'effondrement à l'équilibre. And I've assumed that that's a function of food per capita. Les scénarios dépendaient entièrement des choix faits par les hommes. Le professeur John Sterman enseigne toujours les thèses de cet ouvrage au MIT. Quel était le message des limites à la croissance ? Voici un diagramme très simple qui illustre les concepts des limites à la croissance. Ici, nous avons la population qui croît de manière exponentielle si on ne prend aucune mesure, ou si la fécondité ne diminue pas. Là, la croissance économique qui suit aussi une courbe exponentielle. Toute cette croissance se produit sur une planète aux ressources finies. Des pans importants de ce système global génèrent structurellement une croissance exponentielle. La population et la croissance industrielle suivent par nature une croissance exponentielle. Quand nous approcherons des limites de la Terre, il n'y aura pas de réduction progressive de la population et de l'activité économique, ni une adaptation en douceur à la capacité de charge de la planète. En raison du retard dans la prise de décision, nous allons dépasser ces limites et entrer dans une zone insoutenable. Il n'y aura pas d'autre choix que de revenir en arrière. Soit il y aura une réduction organisée, un déclin programmé, ou bien la nature prendra le dessus et nous forcera à revenir dans une zone de croissance durable. S'il est vrai que les ressources globales sont limitées, alors le développement durable est un concept essentiel. Dans une économie durable, il y a un équilibre parfait entre les ressources naturelles et leur utilisation. Prenons l'exemple des zones de pêche en Méditerranée. Si la demande de poissons augmente, dans un cycle économique normal, la production augmentera également. Cela conduira à une surpêche. Au bout d'un certain temps, la ressource halieutique s'effondrera, même à un taux de reproduction normal. Les poissons disparaîtront complètement en Méditerranée. Au contraire, une gestion durable de la pêche prend en compte la ressource halieutique, le taux annuel de reproduction et l'état général de l'écosystème. À court terme, cela peut entraîner une réduction des volumes de pêche dans cette région, mais grâce à une gestion durable de la pêche, la mer restera une source permanente de nourriture.
De toute évidence, si nos technologies génèrent des effets secondaires néfastes, si les mesures sociales et techniques face à la pénurie tardent à venir, si le système des prix et les marchés ne fonctionnent pas correctement, nous serons dans une situation très difficile. Mais même si ces mécanismes fonctionnent, on n'aura pas résolu le problème, tant que tout le monde voudra consommer toujours plus. Voilà la vraie leçon des limites à la croissance. Les limites à la croissance a été un succès mondial. Le livre a été traduit en 30 langues et s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Le message du livre a déclenché un vaste débat public. There can be no doubt what one subject has aroused most controversy among scientists during the past 12 months. I mean, of course, the prospect of doom for mankind because of pollution, overpopulation, overuse of resources. Well, I think that the conclusions of the study are completely wrong. If you check what happens if you vary all your assumptions together, then I understand from the Science Policy Research Unit at Sussex, who have actually been checking your model, the catastrophe disappears altogether. That's interesting. I spent all last Friday down with the Science Policy Research Institute, and they didn't indicate that. Well, you know, this is developing debate who spoke to them last. I spoke to them this morning. Les limites à la croissance s'attaquent aux fondations même de la recherche économique moderne. Si l'on n'est pas convaincu que la croissance est possible et nécessaire, l'étude de l'économie n'a plus de raison d'être. À la sortie du livre, tous les économistes étaient scandalisés. La première attaque d'envergure a été publiée quelques semaines après la parution des limites à la croissance, dans un article publié dans le supplément littéraire du New York Times. La page de couverture lui était entièrement consacrée. C'était un article rédigé par 3 macroéconomistes qui inauguraient 30 ou 40 ans de critique permanente des limites à la croissance. La plupart des macroéconomistes traditionnels considèrent que le livre ne vaut pas un clou. Les prophètes du désastre. C'est le ton de l'époque. Voici un article intitulé « Le spectre de la famine ». L'avenir de la planète, la foi ou le suicide? Je me souviens de notre état d'esprit à cette époque. Les gars, vous n'avez rien compris au message. Si nous avions 30 jours pour sauver la planète, est-ce que l'on agirait avant le 29e jour? En voilà un qui a compris. Nous traitons de systèmes dynamiques avec des constantes à long terme. Le 29e jour, c'est trop tard. Agissez dès le premier jour, ne gaspillez pas le 2e, le 3e et tous les autres jours à vous demander si la science nous conseille d'agir. En juin 1972, quelques mois après la parution des limites à la croissance, des dirigeants du monde entier se retrouvaient à Stockholm pour la première conférence sur l'environnement présidée par le Canadien Maurice Strong, profondément influencé par le message du livre. Il était difficile de trouver un compromis entre les intérêts de tous les pays, mais les préoccupations partagées concernant l'état de la planète furent actées dans la déclaration de Stockholm. And if it were to contain nothing more than that principle, that nations must accept responsibility for the consequences of their actions on others, it would be a historic document and an extremely important base on which to build. We have to take a better care of our small planet. And that is the message which will come out from Stockholm, irrespective of the immediate political situations of the interests. Dr. Mansholt, who, as you know, is the president of the European Economic Commission, he has tried to translate the ideas of the Club of Rome, the MIT report, into practical action. Je ne sais pas si ce rapport de MIT est déjà publié en français, je ne crois pas. Nous l'avons publié. Ah, vous l'avez publié? Dans le numéro spécial, oui. Bon. Alors tout le monde l'a lu, je crois. En tout cas, dans mon petit pays, aux Pays-Bas, on l'a lu, en quelques semaines, on a vendu plus que 200 000 exemplaires. C'est le best-seller. Et ce n'est pas facile à lire. Les limites à la croissance ont eu un impact important en Allemagne et dans d'autres pays,
divisant les hommes politiques et l'opinion publique. Néanmoins, le Club de Rome a reçu le prix de la paix des libraires allemands pour Les limites à la croissance, qui a figuré pendant plusieurs années sur la liste des best-sellers du magazine allemand Der Spiegel. Notre rapport a aussi eu un écho important dans le milieu industriel. Ainsi, l'année suivant sa parution, j'ai donné plus de 60 conférences, notamment la plupart devant des acteurs de l'économie et au sein d'entreprises. Dans Les limites à la croissance, nous avons démontré qu'il serait judicieux de limiter l'accroissement démographique et de restreindre notre consommation des ressources et notre pollution de l'environnement. On nous a entre autres traités de communistes et de partisans de l'économie planifiée, ce que nous n'étions pas plus alors que nous le sommes aujourd'hui. Nous participions à de nombreux débats. Nous étions face à une multitude de journalistes et d'experts dans différents domaines qui nous mitraillaient de questions et de critiques. Certains avaient une attitude très dédaigneuse à notre égard. Beaucoup n'avaient pas vraiment réfléchi au sujet, ils n'avaient souvent même pas lu le livre ou seulement à la va-vite. Mais lors de ces débats, l'un ou l'autre a mieux compris notre message. Und dies ist eine totale Desinformation und ist kein guter politischer Führungsstil. Aurelio Peccei fit monter les enchères en diffusant le contenu du livre auprès des dirigeants politiques. La nouvelle visibilité qu'était en train d'acquérir le Club de Rome lui permit en 1974 de réunir des chefs d'État et de gouvernement avec le soutien du chancelier autrichien Bruno Kreisky. La réunion se tint à Salzbourg. Étaient présents le président mexicain Echeverría, le président sénégalais Léopold Sédar Senghor, le premier ministre canadien Pierre Trudeau, mais aussi le Premier ministre suédois, Olof Palme, qui déclara qu'il souscrivait full-heartedly, de tout son cœur, aux idées de Peccei, mais que malheureusement, s'il avait pris des positions aussi drastiques et imposé une politique aussi sévère, on ne l'aurait jamais réélu. Par conséquent, il considérait qu'il était nécessaire de faire des compromis. Mettez-vous à la place des auteurs. Ils n'ont pas 30 ans et se retrouvent au centre d'une controverse mondiale. Comment ont-ils réagi? Les réactions ont été féroces, particulièrement aux États-Unis, où on les traitait de malthusiens, de prophètes de l'Apocalypse. C'était une surprise pour eux. Et chaque auteur a réagi à ces controverses à sa manière. Quand nous avons rédigé les limites à la croissance, quand nous avons expliqué au monde que nous vivons sur une petite planète, que l'humanité était confrontée à un défi considérable, celui de faire supporter à cette toute petite planète une croissance continue de la population et de l'économie, j'étais convaincu, naïvement, que le monde nous écouterait et dirait « Oui, c'est un conseil judicieux et nous allons le mettre en pratique ». J'ai vite compris que ce n'était pas le cas. Après avoir pendant 10 ans tenté de faire passer ce message, j'ai fini par renoncer. Je me suis dit que c'était trop tôt, qu'il faudrait attendre encore une vingtaine d'années pour que les problèmes du monde s'aggravent et deviennent perceptibles. Alors nous pourrions reprendre notre mission et tenter de favoriser une évolution vers un développement durable. Dana et Dennis avaient quitté le MIT pour lancer un programme de recherche à Dartmouth. Comme eux, je voulais créer des petites communautés de développement durable. Je les ai suivis à Dartmouth. Mais j'ai compris, au bout de 4 mois, que je devais changer complètement de mode de vie.
J'ai acheté une cabane en rondin dans les collines du Vermont, sans électricité ni téléphone. Je m'éclairais à la lampe à pétrole et je me chauffais au bois. J'ai fait de la culture biologique et élevé des animaux. Je voulais, au niveau individuel, voir comment on pouvait vivre en harmonie avec la nature et limiter mon empreinte carbone. Un terme qui n'existait pas à l'époque, même si c'était bien de cela dont nous parlions. Donella Meadows continua à enseigner, à rédiger des articles et des essais pour amener les gens à réfléchir à l'avenir. I've been working on this vision of a sustainable world for a long time. I can literally see it. A sustainable world that isn't a sacrifice or a bunch of difficult regulations. A sustainable world that I would love to live in. And having such a vision alive in me prevents me from selling out to something less that someone else may be offering me, such as the vision of perpetual economic growth, which is pretty much the vision that the whole field of economics gives us. Growth isn't what I want. Growth has nothing to do with what I want. And I think the only reason growth, which is a terribly abstract and when you think about it, stupid vision of the future, I think the only reason that can be sold so easily in every policy arena is that there's no alternative vision. In recent years, so many claim that we live in a world of limits, where all nations, even those as bountiful as our own, must learn to live with less. Perhaps you remember a report published a few years back called The Limits to Growth. That title, Limits to Growth, said it all. Pourquoi le président Reagan s'est-il acharné sur un petit livre publié 10 ans auparavant? Parce que les limites à la croissance étaient devenues une pomme de discorde entre les républicains et l'administration sortante de Carter. Aux États-Unis, Peccei avait fait la connaissance de Zbigniew Brzezinski, un nom très difficile à prononcer, qui deviendra plus tard conseiller du président Carter. Brzezinski lui avait demandé d'écrire une lettre à Carter afin de le sensibiliser aux idées du Club de Rome. Peccei écrivit une très longue lettre dans laquelle il disait qu'il y avait une space window, comme on dit, une fenêtre temporelle dans laquelle Carter aurait pu s'insérer afin d'améliorer la gouvernance mondiale, grâce à son propre pouvoir et avant que les choses n'empirent. By the end of this century, I want our nation to derive 20% of all the energy we use from the sun. Direct solar energy and radiation and also renewable forms of energy derived more indirectly from the sun. This is a bold proposal and it's an ambitious goal, but it is attainable if we have the will to achieve it. What a difference a president makes. Remember 1980? Democratic Party leaders telling us that decline was inevitable, that these forces were beyond our control, and that America had reached its limits. We believed then and now there are no limits to growth and human progress when men and women are free to follow their dreams. And we were right. Les politiques à court terme dominent le monde parce qu'elles correspondent aux intérêts de la plupart des gens, des hommes politiques et des entreprises qui préfèrent privilégier le court terme que construire un monde meilleur pour nos petits-enfants. They are the living image of the young people I have always in mind when we work. I think that we have prepared for them a very ugly world. We have to do something to correct what we have done so far. La dernière réunion aurait dû se tenir à Helsinki. Et le dernier souvenir que j'ai de lui est celui de l'hôpital où il me dictait son programme, celui qu'il aurait aimé voir se réaliser pour la fin du siècle. Il finit de me le dicter sur son lit d'hôpital un après-midi à 6 heures du soir. À 4 heures du matin, sa femme me téléphona pour me dire qu'il était mort. And in some ways surprising,
It's rather incredible that in this day of superpowers, of multinational corporations, of demagogues, and of mass media, that a single man with a few companions should have any influence to the extent that the Club of Rome and Aurelio have had. En 1992, après la disparition d'Aurelio Peccei, 20 ans après la parution des Limites à la croissance, Dennis Meadows, son épouse Donella et Jorgen Randers décidèrent de tester à nouveau leur scénario. Voici les photos de Jorgen, Dennis et Dana, prises dans une ferme à Plainfield, dans le New Hampshire. Toute l'équipe, y compris Bill qui était venu du Maine, se retrouvait 20 ans après la sortie des Limites à la croissance. Mon rôle était de collecter les chiffres des tendances mondiales, la production alimentaire, la consommation alimentaire par tête, la population, les changements. C'était une question ouverte. Quelles étaient nos options face au scénario actualisé de 20 ans? C'est l'origine du titre de l'ouvrage issu de ces recherches, Au-delà des limites. 20 years ago, our feeling was that we were below the limits, although dangerously accelerating on our way to them. On the basis of the work we have done and the evidence which is everywhere available, we now conclude we are above the limits. I don't consider myself any better than any other human being, but I have lived for 20 years with these global models. And I can see, I instinctively understand the global results of personal actions that I take. And I know what kind of world I want to live in. I don't want to live in a collapsing world. I don't want to live in a world, as Jürgen says, it's getting grayer and grayer. And it costs more and more and more to maintain even a decent standard of living. I want to live in a sustainable world where there is no poverty, no hunger, and no erosion of the Earth's resources. En 1992 a lieu à Rio la conférence des Nations Unies sur l'environnement. 20 ans après Stockholm, les limites à la croissance est toujours la cible principale. An historic gathering. 20 years ago, some spoke of the limits to growth. And today we realize that growth is the engine of change and the friend of the environment. Depuis Rio, les dirigeants politiques se sont réunis 18 fois. Et on reporte toujours les décisions. Now I give the floor to European Union. Thank you, Mr. President. Although good progress in various tracks so far has been done, including on the finance, we really strongly feel that time is running out. Peccei et l'équipe des Limites à la croissance avaient tout fait pour avertir les décisionnaires des risques d'une croissance illimitée. Alors que tout le monde, apparemment, est conscient de la gravité des risques, comme en matière de changement climatique, on ne prend aucune mesure. Quand j'avais 27 ans, à la parution des Limites à la croissance, je voyais le monde très différemment. Il y a deux approches différentes en matière de politique. Les scientifiques collectent des données et déclarent « Grand Dieu, le niveau des mers s'élève, les tempêtes sont plus violentes, les sécheresses et les inondations s'aggravent, on assiste à un changement climatique, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. » L'autre attitude consiste à dire « Je ne crois pas au changement climatique, parce que les glaciers, en fait, augmentent de surface. » Les scientifiques étudient la question et disent « Non, en réalité, les glaciers diminuent dans le monde entier. » Alors, les climato-sceptiques rétorquent « En fait, je me soucie peu des glaciers. Je ne crois pas au changement climatique. Je ne vois pas de raison d'agir parce que les ours polaires se portent beaucoup mieux aujourd'hui. » Les scientifiques se penchent sur la question et disent « Non, en fait, les ours polaires sont très menacés. Ils se noient, ils ne trouvent plus de nourriture, la banquise se rétrécit. » Les climato-sceptiques disent alors « En fait,
Le sort des ours polaires m'importe peu. Je ne crois pas au changement climatique parce que l'hiver dernier, il a beaucoup neigé sur Washington. Quand j'étais enfant, cette petite vallée abritait de nombreux arbres à feuilles caduques. Au cours des 50 dernières années, ils ont disparu, victimes de la concurrence des conifères. La biomasse se concentre dans des grands arbres comme celui-ci. C'est un épicéa. Il est très grand pour cette latitude. Les gens se disent 2 degrés de plus, quelle importance. En fait, cela fait remonter la zone des conifères de 300 à 350 mètres. La végétation des Alpes va se déplacer de 350 mètres vers le haut. Ce qui pousse au sommet va aller au ciel et y rester. Ce sont des changements considérables. Les zones climatiques remontent vers le pôle Nord à raison de 5 km par an. La science est fondée sur le consensus. On ne peut pas être certain à 100% d'un phénomène. Mais on peut être certain à 99% de la réalité du changement climatique. Comment les auteurs des limites à la croissance voient-ils l'avenir? L'action de Bill Behrens consiste à installer depuis 20 ans des panneaux solaires dans toute la Nouvelle-Angleterre. L'énergie solaire dans le monde entier est la source d'énergie la plus abondante et la plus économique. L'énergie solaire est la plus grande chance pour notre espèce de sortir du gouffre où notre mode de vie nous a précipités. Jørgen Randers a quant à lui publié un livre intitulé 2052, ses prévisions pour les prochaines 40 années. Selon moi, le problème majeur, c'est la possibilité d'un renforcement du changement climatique dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Les émissions de gaz à effet de serre se poursuivront à un tel rythme que nous atteindrons un réchauffement de 3 degrés en 2080. C'est suffisant pour faire fondre la toundra, ou au moins repousser la limite de la toundra plus au nord. Cela provoquera des émissions de méthane et de dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre très nocifs. La température augmentera encore, ce qui accentuera la fonte de la toundra et libérera encore plus de gaz dans l'atmosphère. Si ce phénomène est enclenché, on ne peut rien faire pour l'arrêter. Il se poursuivra jusqu'à la disparition de la toundra et la libération de tout le méthane dans l'atmosphère. Dennis Meadows continue à parcourir le monde, comme il le fait depuis 40 ans, pour informer et alerter les décisionnaires sur l'avenir de la planète. Es ist für mich eine große Vergnügen hier. Es tut mir leid, ich muss leider auf Englisch wechseln, weil mein technischer Wortschatz fehlt noch. Und ich hätte lieber klug auf Englisch statt dumm auf Deutsch sein. Jetzt befinden wir uns in einer revolutionären Zeitspanne. Ich war am Alexanderplatz, Samstag, und da gab es eine Occupy Berlin-Demonstration. Die wissen nicht wirklich, was sie hier besetzen, die wissen auch nicht unbedingt das, was sie nun wirklich wollen, aber sie wissen, dass die gegenwärtige Situation ihnen nicht gefällt. Und dieses Gefühl, das wird von Millionen, von Hunderten von Millionen von Menschen überall auf der Welt geteilt. Wohin führt das? Ich weiß es nicht. Aber ich habe schon sehr oft gesagt, das glaube ich nach wie vor, dass in den nächsten 20 Jahren
also sagen wir mal bis 2030, Sie mehr Wandel in diesem Land erleben werden, in dieser Union in Europa, als man sich vorstellen kann. Mehr Veränderung in 20 Jahren, als es in den gesamten 100 Jahren davor gegeben hat. Politischer Wandel, sozialer Wandel, Umweltwandel, auch wirtschaftsmäßig großer Wandel. Also wir leben da schon in einer Zeit, in der viele der Annahmen, die wir alle haben und die wir halten, verändert werden. Und das Ganze wird in unserer Lebenszeit passieren. L'histoire des limites à la croissance montre que l'on a perdu 40 ans. Quelles sont pour Jürgen Randers et Denis Meadows les mesures à prendre? Global problems affect everyone. Les problèmes planétaires affectent chacun d'entre nous, mais on ne peut les résoudre que si nous travaillons tous ensemble. On ne peut pas s'attaquer au changement climatique à Bucarest si on ne le résout pas à Pékin, à Ankara et à New York. La difficulté avec ces problèmes, c'est qu'il faut investir ici et maintenant, et que les bénéfices seront visibles plus tard, ailleurs. Les problèmes partagés offrent d'autres possibilités. Ils affectent tout le monde, comme la pollution atmosphérique, l'érosion des sols, les inondations, la déforestation. Mais on peut les résoudre ici et maintenant. Et les bénéfices sont rapides. Il faut par ailleurs cesser d'espérer atteindre un développement durable et privilégier la résilience. Il faut passer du développement durable au développement de survie. La résilience, c'est la capacité à encaisser des chocs en continuant à fournir des services essentiels. Après Fukushima, les villes résilientes ont pu rapidement alimenter leur population en eau et en nourriture. Les villes qui n'ont pas eu cette capacité de résilience ont été dépassées. Pour résoudre les problèmes des changements climatiques, il suffirait de transférer 1 à 2% de l'emploi et des investissements des activités polluantes vers des activités propres. Est-ce que le système capitaliste peut nous aider à réaffecter ces flux d'investissement? La réponse est non, bien sûr. Le capitalisme affecte les investissements aux secteurs les plus rentables, pas aux secteurs qui offrent un bénéfice social. Le capitalisme ne résoudra pas ce problème. Est-ce que la société ne pourrait pas réguler le capitalisme pour allouer les ressources à des projets qui seraient bénéfiques pour la société et rentables pour le capital? Si, bien sûr. La société pourrait s'entendre pour imposer un coût aux émissions de gaz à effet de serre, un prix du carbone, ce qui rendrait les investissements dans les voitures électriques plus profitables que de construire des voitures à moteur conventionnel. Il faut pour cela que les parlements votent ces mesures. Les parlements sont composés d'élus qui dépendent de leurs électeurs. Et leurs électeurs privilégient le court terme. Ils sont hostiles à l'augmentation des prix de l'essence ou des prix de l'énergie. Le problème fondamental, c'est la vision à court terme des individus qui s'exprime dans la démocratie et le capitalisme. Ce sont ces systèmes de gouvernance qui organisent nos existences. Voilà le problème. Il est en vous, en moi, en tout le monde. C'est la vision à court terme de l'être humain. Le premier tableau des limites à la croissance de 1972 s'intitulait « Les perspectives pour l'humanité », avec le commentaire suivant. Bien que les perspectives d'avenir des hommes varient dans le temps et l'espace, tout ce qui compte pour nous peut être figuré dans ce graphique espace-temps. La plupart des gens ne s'intéressent qu'à ce qui touche leur famille ou leurs amis sur une courte période de temps. D'autres se préoccupent de l'évolution d'un espace plus vaste, une ville ou un pays. Très peu de gens ont une perspective globale et se projettent dans un avenir lointain.
C'est incroyable. Depuis 40 ans, nous avons subi des crises à répétition. Et dans la plupart des cas, même pour la crise financière qui a été gérée aussi mal que possible, le système s'est révélé étonnamment résilient. Le système est étonnamment résilient, surtout pour les riches. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui encore, des tas de gens continuent à souffrir de la crise de 2008. De notre point de vue, le système a fait preuve de résilience. Mais pour des milliards d'individus, ce n'est pas le cas. C'était un désastre. J'ai beaucoup apprécié de te voir évoquer dans ton livre des questions rarement abordées. Est-ce que la démocratie est un système politique capable de gérer ce type de problème? Je ne peux pas donner mon opinion sur la dimension morale de cette question. Mais il faut constater objectivement que les nations démocratiques n'arrivent pas à contrôler les émissions de CO2. Elles sont impuissantes à contenir les dégâts écologiques à l'échelle de la planète. Je crois qu'il est important de soulever ces questions pour faire réfléchir les gens. C'est ce que tu as fait. Sais-tu que le gouvernement norvégien a affecté une somme considérable? 50 millions de dollars, c'est incroyable, à la construction d'un conservatoire des semences. Ils ont choisi une colline dans le permafrost pour les conserver à moins 35 degrés aussi longtemps que possible, et ils proposent à toutes les nations d'y conserver leurs matériaux génétiques. Cela témoigne d'une vision à long terme. Je n'imaginais pas qu'une démocratie puisse agir en faveur d'un groupe indéterminé dans un avenir lointain. Dans certains cas, heureusement, l'actualité me donne tort. Donella Meadows est décédée en 2001, mais son exemple continue à inspirer beaucoup de gens dans le monde. Comme les membres de la ferme de Cobb Hill dans le Vermont, un projet initié par Donella. Certains rêves finissent par se réaliser. Après plus de 40 ans, la publication des limites à la croissance demeure un moment historique. Aujourd'hui encore, il marque le début d'un débat global sur le développement durable, la création des organisations et des partis écologistes dans de nombreux pays industrialisés, et le début d'une politique environnementale moderne. Le modèle du développement durable s'est imposé dans bien des aspects de nos existences. Même si le chemin vers ce développement durable nous semble encore bien long, ces visions ont influencé notre vie aujourd'hui et sont bien plus que de simples expressions à la mode.